des informations tirées de son expérience au groupe de sécurité de la présidence de la République. Si vous le voulez, Monsieur le Préfet, vous pourriez, mais ce n'est pas une obligation, commencer cette audition par un petit propos liminaire avant que nos rapporteurs puis nos collègues vous posent des questions précises. Mais avant cela, je me dois de vous rappeler, comme je l'ai fait pour toutes les personnalités auditionnées, qu'un faux témoignage devant notre commission des lois dotée des prérogatives d'une commission d'enquête serait passible de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Et je dois vous inviter à prêter serment en disant toute la vérité, de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Merci, Monsieur le Préfet, vous avez la parole. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez souhaité m'auditionner dans le cadre de mes fonctions passées de chef du groupe de sécurité du président de la République de 2007 à 2012. Mais je souhaite revenir sur ce qui a pu me conduire, l'expérience qui a pu me conduire à ce poste auparavant. Donc j'ai été officier de police pendant 21 ans, de 1986 à 2007. Puis en 2007, j'ai été nommé sous-préfet et en 2010, j'ai été nommé préfet. Je suis donc depuis le 1er avril préfet en disponibilité à ma demande, comme vous venez de le dire. Les fonctions que j'ai pu occuper, j'ai rejoint le cercle un peu privé de la sécurité rapprochée en 2002. J'ai rejoint à l'époque le service qui s'appelait Service des voyages officiels. Ce service est devenu le service de protection des hautes personnalités par la suite et enfin le service de la protection aujourd'hui. En 1992, pardon, j'ai dit en 2002, je crois, en 1992, lorsque j'ai rejoint ce service, j'y ai été affecté à la sécurité des personnalités étrangères sur notre territoire. Puis en 1993, j'ai rejoint la sécurité du Premier ministre, M. Édouard Balladur, alors qu'il était donc chef du gouvernement en période de cohabitation et candidat à l'élection présidentielle. Ensuite, en 1997, j'ai rejoint la sécurité de M. Lionel Jospin, également Premier ministre, toujours en période de cohabitation, également candidat à l'élection présidentielle. Et enfin, j'ai été nommé à la tête de la sécurité du ministre de l'Intérieur, M. Nicolas Sarkozy, en 2002. Je suis resté chef de sa sécurité de 2002 à 2007, donc alors qu'il a été ministre de l'Intérieur à 2 reprises, ministre des Finances, puis candidat à l'élection présidentielle. Et naturellement, j'ai été nommé chef de la sécurité du président de la République en 2007 et ça s'est interrompu en 2012. À l'issue, j'ai été nommé chef de l'unité de coordination des grands événements au cabinet du directeur général de la police nationale. Et dans ce cadre, je m'occupais de l'organisation de grands événements du type 70e anniversaire du débarquement en Normandie, COP 21, sommet européen, commémorations diverses et variées. Voilà. Alors, quelques mots sur le groupe de sécurité du président de la République. Comme vous l'avez compris, moi j'ai été nommé chef du groupe de sécurité du président de la République après déjà 5 années d'expérience auprès de Nicolas Sarkozy. Donc c'était, je dirais, une voie naturelle puisque apparemment je donnais satisfaction. Donc j'ai été maintenu dans mes fonctions, mais cette fois auprès du président de la République. Que dire du groupe de sécurité du président de la République? La responsabilité du GESPER, ce sera plus facile à dire, est bien la sécurité rapprochée du président de la République et de sa famille. Donc comment cela s'entend? La sécurité du président de la République, c'est une sécurité qui s'exerce à tout moment, à tout instant, qu'on soit dans des cadres officiels comme dans le cadre de sa vie privée. Quant à sa famille, il est fait une analyse de la menace pour savoir jusqu'à quel niveau des membres de sa famille cette sécurité doit s'exercer. Et bien sûr, c'est aussi dans le cadre d'un échange avec le président de la République lui-même. Le GESPER, à mon époque, était constitué de 90 à 100 personnels selon le moment. Tous ces personnels avaient été sélectionnés par moi. Ils appartenaient tous au service de protection des hautes personnalités ou au RAID, unité d'intervention de la police nationale. Concernant l'exercice de cette protection, de cette mission, de cette responsabilité, je l'ai dit, elle s'exerce à tout instant. Pour ce qui me concerne, pendant les 10 ans
pour lesquels j'ai eu à m'occuper de la sécurité de Nicolas Sarkozy, et plus particulièrement les 5 dernières années quand il était président de la République, il n'y a eu aucune exception à ces moments-là. Jamais le président de la République ne m'a sollicité pour que la sécurité ne soit pas présente à ses côtés, quel que soit le moment, quelle que soit la nature de ce moment. Encore une fois, que ce soit à l'occasion d'un déplacement officiel, comme à l'occasion d'un moment privé. C'est un lien de confiance qui doit s'installer avec la personnalité. Sans doute pour moi, c'était plus aisé, puisque je n'ai pas été nommé à l'occasion de son élection, mais bien, j'ai eu à accomplir cette responsabilité depuis 5 ans auparavant, ce qui n'a pas toujours été le cas de mes prédécesseurs, de mes successeurs. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais vous dire. Maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Monsieur le Préfet. Les deux rapporteurs vont vous poser quelques questions. Il y en a une très importante que je vais vous poser moi-même. Quand vous observez les photographies et les vidéos montrant dans un déplacement public M. Alexandre Benalla à proximité du président de la République, avec l'expertise qui est la vôtre, interprétez-vous ces images comme le signe qu'il accomplissait une fonction de protection rapprochée du président de la République? Pour être tout à fait exact, j'ai vu des images, bien sûr, de M. Benalla, on en a vu de large. Vous savez, le milieu de la sécurité rapprochée, c'est un milieu complexe. Et sans rentrer dans les détails, on parle de cercle de responsabilité. Le cercle le plus proche de la personnalité dont on a assuré la protection est pris en compte par le groupe, le GSPR pour le président de la République. Après, on a affaire à des cercles qui s'éloignent de plus en plus, qui sont pris en compte par d'autres services de police et qui constituent un filtre avant d'arriver jusqu'au président de la République. Dans le cercle le plus proche, le métier tel que j'ai eu à l'exercer par le passé fait qu'on y retrouve bien sûr d'autres personnes que le président de la République. Sinon, il serait totalement isolé des gens qui souhaitent en rencontrer, avec qui il souhaite avoir un échange. Mais on y rencontre également des conseillers qui ont, par leur rôle, à avoir une proximité avec le président de la République. Et puis on y rencontre également des gens que l'on retrouve, tels que le préfet territorialement compétent lorsqu'il accueille le président, ou l'ambassadeur, lorsqu'on est l'ambassadeur de France, lorsqu'on est à l'étranger. Et c'est vrai que la sécurité rapprochée doit composer avec ces personnes qui rentrent dans ce cercle. Quand je vois l'image du président Macron avec M. Benalla à proximité, il m'est difficile de dire s'il est présent à ses côtés en tant que membre de son cabinet ou membre de sa sécurité. Pour pouvoir vous répondre, il faudrait qu'une action se déroule, à savoir qu'il faille opérer une évacuation du président de la République pour voir à ce moment-là qui agirait et que ferait-il. Aujourd'hui, la présence à proximité immédiate du président de la République d'un certain nombre de personnes ne peut pas déterminer à coup sûr son rôle. Je vous ai cité toutes les personnes qu'on pouvait trouver dans l'environnement immédiat du président de la République et qui rentrent dans le cercle que j'ai évoqué. On y trouve aussi ce que j'appelle moi des parasites. Des gens qui sont des courtisans et qu'on trouve à proximité du président de la République et qui, eux, constituent une gêne qu'il nous appartient d'évacuer, parfois d'éloigner pour pouvoir exercer cette fonction. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire, sans qu'il y ait eu une réaction du groupe de sécurité du président de la République, quel aurait été son rôle. On a des gens qui sont dans ce cercle pour leur mission de sécurité rapprochée, et d'autres pour leur mission de conseiller au cabinet, d'autres pour des missions de représentation, et puis d'autres des membres de la population qui sont là pour pouvoir s'adresser au président de la République. Donc, au premier regard, il est difficile d'identifier qui fait quoi. Encore une fois, il aurait fallu qu'une action dramatique se déroule pour connaître le rôle de chacun. Merci de cette réponse très circonstanciée. Monsieur Jean-Pierre Sueur. Juste sur ce point, Monsieur le Préfet, nous avons eu des informations selon lesquelles il y aurait en fait 2 cercles pour ce qui est de la proximité en radio du chef de l'État. Un cercle assez large qui est celui que vous avez décrit et un autre ne comportant que 4 personnes, celles qui exercent effectivement la sécurité rapprochée et qui sont
au titre du GSPR, affectés à cette sécurité très ultra rapprochée. Est-ce que vous avez vécu le fait qu'il y ait ces deux cercles, ou est-ce que ça n'existait pas quand vous exercez vos fonctions et que ça a été créé depuis? Monsieur Bénard. Alors, la sécurité prochée est affaire de moments, d'instants. J'ai parlé de moments privés et de moments publics. Elle est aussi affaire d'analyse de la menace. Et donc, le dispositif qui est mis en œuvre autour du président de la République dépend beaucoup de cette menace et de cet instant. Ce qui est certain, c'est que quel que soit le GSPR dont on pourrait parler, c'est que le cercle le plus proche du président de la République est constitué de membres du GSPR exclusivement. Donc, il y a deux cercles. Alors, après, il y a d'autres cercles autour. Il y a alors, le cercle qu'on utilisait habituellement à mon époque, et je crois que c'est encore le cas aujourd'hui, était constitué d'un triangle, avec un élément avancé, un élément évacuateur et un élément de contrôle arrière avec une mallette en Kevlar à sa disposition pour protéger le président. Lorsqu'on était dans une ambiance avec beaucoup de foule ou avec une menace avérée, ce triangle pouvait se compléter d'un carré qu'on appelait carré tireur, toujours mis en œuvre par le GSPR. Et après, on avait affaire à des cercles plus éloignés, mais moi quand je parle de cercles plus éloignés, on s'attache à ce moment-là à d'autres services de police qui viennent participer à la sécurité du président de la République de manière plus générale. Et à ce moment-là, on parle des services de police ou de gendarmerie locaux, dont le cercle dont je parle peut aller jusqu'à 1 kilomètre autour, puisque le contrôle d'accès à la salle où, par exemple, le président s'exprime ou à la salle qu'il visite, ce premier contrôle fait partie de la sécurité du président de la République. Elle vient s'ajouter à ce dispositif. Donc, pour moi, je le redis, le cercle le plus proche n'est constitué, et à mon époque, il n'était constitué exclusivement de membres du GSPR. Il pouvait y avoir un deuxième cercle technique constitué de ce qu'on appelait un carré tireur susceptible de répondre à une agression, toujours constitué de membres du GSPR. Et à l'extérieur, d'autres services de police ou de gendarmerie pouvaient compléter ce dispositif. Merci de cette réponse. Monsieur le préfet, si un collaborateur du président de la République est constamment à l'épaule gauche ou à l'épaule droite du président de la République dans un bain de foule, dans un déplacement dans une rue, est-ce que c'est une gêne pour assurer sa sécurité? Selon les moments, cela peut être une gêne. Tout l'art à ce moment-là est parfois d'utiliser cette personne. C'est peut-être des propos qui ne sont pas tout à fait corrects, ce que je vais exprimer, mais une personne qui est un obstacle, vous pouvez en faire un avantage. Par rapport à l'agression à laquelle vous pouvez avoir affaire, vous utilisez cette personne comme un obstacle. Clairement, vous ne pouvez pas éliminer cette personne, puisque le président peut en avoir besoin. Sa place peut être tout à fait justifiée à sa proximité. À ce moment-là, tout l'art de la sécurité, c'est de l'utiliser comme un matelas, c'est là que l'expression peut être impropre, mais un matelas de protection pour le président, en sa faveur. Le constat est qu'on ne peut pas les éliminer. Donc, on les utilise. La difficulté, c'est quand ils sont trop nombreux. À ce moment-là, il nous faut faire un tri, puisqu'il nous faut un minimum d'espace pour pouvoir opérer notre mission, à la fois pour intervenir et surtout pour évacuer en cas d'agression. Donc cet espace vital, il est nécessaire, mais il n'a pas besoin d'être très important. Donc on utilise la plupart du temps ces membres de cabinet ou ces représentants de l'État ou ces invités qui sont à proximité du président à notre avantage. Parce qu'en aucun cas, encore une fois, on ne peut placer le président de la République sous une bulle et l'isoler totalement du monde extérieur. Ce n'est pas son souhait et ce n'est pas notre but. Monsieur Sueur. Oui. Puisque les hautes personnalités de l'Élysée nous ont expliqué que M. Benalla n'exerçait aucune mission de police ni de sécurité, puisqu'il a été dit devant notre commission qu'il a pu donner des appréciations, voire des instructions à certaines personnes relevant des services de sécurité, serait-il crédible qu'il fût instrumentalisé comme obstacle par les véritables responsables de la sécurité? Voyez-vous ce que je veux dire, suite à votre déclaration? Monsieur Bénard.
le terme instrumentalisé ne me convient pas. Je vais vous parler de la manière dont ça fonctionnait à mon époque. Donner des instructions au chef du GESPER ou à un membre du GESPER, à l'époque où j'étais en charge de cette responsabilité, n'était pas possible. Le seul qui était habilité à le faire, c'était moi-même. Bien sûr, après, je prenais des informations du chef de cabinet du président de la République, voire du président de la République lui-même. Je vous rappelle que cette sécurité s'exprime à tout instant. Donc quand on est en moment privé, le seul interlocuteur, c'est le président de la République lui-même. Pour ce qui concerne les déplacements officiels, celui qui vous donne les informations avec lequel se crée un échange, c'est le chef de cabinet qui a en charge l'organisation des déplacements du président de la République. Donc bien sûr, il y a un échange qui s'installe avec le chef de cabinet qui vous doit le programme du président de la République et pour lequel vous préparez des dispositifs plus ou moins importants, encore une fois, selon la nature du déplacement, selon la nature de la menace qui pèse sur ce moment. Pour ce qui concerne M. Benalla, je ne saurais dire quel rôle le GESPER du moment aurait pu lui donner. Seuls eux peuvent répondre. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que clairement, on avait réfléchi, on s'était entraîné dans ces perspectives, à savoir le président de la République entouré d'un certain nombre de personnes pour pouvoir les utiliser au profit de sa sécurité et non pas se retrouver gêné par ces gens du fait de leur grande proximité. À l'évidence, lorsqu'on est mêlé dans un bain de foule, et pour moi, de toujours, des 20 ans d'expérience que j'ai pu avoir dans le monde de la sécurité rapprochée, le salon de l'agriculture est un moment complexe où le bain de foule peut durer très 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 longtemps, c'est très pénible. Et là, on est clairement à un moment où le président de la République souhaite avoir une grande proximité et on a un certain nombre de personnes qui vous accompagnent sur toute la visite. Vous ne pouvez pas les éliminer, donc vous les utilisez à votre profit. Voilà, c'est la précision que je peux faire. Mais vous abordez le cas général du collaborateur, par exemple conseiller technique, qui accompagne le président de la République parce qu'il est spécialiste de la matière qui fait l'objet du déplacement. Tout à fait. Les questions que nous posons, vous le savez bien, sont des questions un tout petit peu différentes parce qu'il s'agit d'un collaborateur du président de la République qui est autorisé à porter une arme, qui nous a d'ailleurs dit au cours d'une audition publique qu'il lui est arrivé de la porter en présence du président de la République à l'occasion de déplacements, et qui avait assumé une mission de sécurité pendant toute la période de la campagne présidentielle de 2016-2017. Et donc, ce que nous cherchons à comprendre, c'est le rôle qu'il pouvait avoir en matière de sécurité. Aucun des conseillers qui étaient autour du président de la République, dont vous avez assuré la sécurité, n'avait de fonction ambiguë en matière de sécurité. Il s'agissait, si je comprends bien, non pas de conseillers portant une arme et participant d'une manière ou d'une autre à la sécurité du président de la République. Oui, effectivement, aucun conseiller membre du cabinet du président de la République entre 2007 et 2012 n'avait en charge une quelconque mission de sécurité rapprochée. Les conseillers qui pouvaient être présents auprès du président, comme vous l'avez dit, l'étaient de par la nature du déplacement et étaient là pour conseiller, aider le président de la République. Le chef de cabinet pouvait être là lui-même, il le faisait d'ailleurs quasiment systématiquement entre lui-même ou son adjoint, pour l'organisation générale du déplacement et le lien avec les autorités d'accueil de ce déplacement. C'est bien ça que je veux évoquer. Vous savez, je crois que pour être tout à fait clair, il faut parler de campagne électorale. Pour ma part, j'ai eu à accompagner des personnalités qui ont toutes les trois fait des campagnes électorales dans la perspective d'être élu président de la République. Mais à ce moment-là, j'ai eu à collaborer avec des services de sécurité de partis, des services de sécurité privés. Mais en aucun cas, alors que j'étais responsable de la sécurité d'un Premier ministre ou du Président de la République ou d'un ministre de l'Intérieur, nous n'avons cédé cette prérogative qui était la nôtre au profit des services de sécurité mis en œuvre par les partis
dont dépendaient ces personnalités. Il y avait un partage qui était clairement défini, à savoir que la sécurité mise en œuvre par ces partis avait en charge la sécurité éloignée du déplacement du candidat, donc l'organisation de la salle, du meeting, la sécurité du public, la sécurité de la scène, mais la sécurité rapprochée du candidat, parce qu'il était Premier ministre ou parce qu'il était membre du gouvernement, était toujours de la responsabilité de la sécurité rapprochée étatique. Ça ne faisait aucun doute. Donc ça faisait l'objet de négociations, d'échanges, puisque bien sûr, pour que ce dispositif fonctionne, il faut préparer. Il ne s'agit pas de se marcher sur les pieds, il faut que les responsabilités soient clairement établies. Donc moi, j'ai eu la chance de préparer, d'organiser la sécurité rapprochée de ces 3 candidats. Il est vrai que si on regarde ce qui s'est passé pour les 2 derniers présidents de la République, les 2 derniers présidents de la République ont été élus alors qu'ils n'étaient pas accompagnés d'une sécurité étatique. Que ce soit M. Hollande, il a été élu alors qu'il n'était pas membre du gouvernement, et M. Macron non plus. Donc, ces 2 candidats à l'élection présidentielle ont eu une sécurité qui leur a été déléguée par les partis dont ils étaient issus, et uniquement issus. La sécurité du candidat à l'élection présidentielle, elle est très clairement décrite, et elle ne s'engage qu'à partir d'une certaine date, en accord avec le candidat lui-même, et qui en fait ne correspond qu'aux quelques dernières semaines avant le premier tour. Mais toute la campagne électorale, qui peut parfois être très longue, est à ce moment-là prise en charge par des sociétés de sécurité privée ou par des militants, lesquels militants la plupart du temps ne sont pas armés, pour accompagner ces candidats. Et ce n'est pas mon expérience, encore une fois. Moi, j'ai eu à m'occuper de 3 candidats à l'élection présidentielle, mais ils avaient tous des responsabilités gouvernementales à ce moment-là. Le candidat Nicolas Sarkozy, en 2007, n'était plus ministre à partir du mois de février ou du mois de mars. Voilà, ça n'a duré que quelques mois. Et à ce moment-là, il a eu une protection de l'État immédiate, parce que c'était tardivement qu'il a quitté le gouvernement. Il a continué à avoir une protection en nombre moins important en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, puisque je le rappelle, tous les anciens chefs de l'État, tous les anciens premiers ministres et les anciens ministres de l'Intérieur ont droit à cette protection fournie par l'État, dans un nombre faible, mais la concomitance de sa candidature à l'élection présidentielle, et encore une fois sa démission est venue tardivement, quelques mois avant le premier tour, a permis une continuité de cette sécurité, même si le nombre d'agents qui étaient désignés pour cette sécurité était moindre, bien sûr, comme quand il était ministre de l'Intérieur. Je vous remercie. Madame Jourdain. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, une question pour continuer sur ce point. Il nous a été expliqué en audition publique qu'en réalité, il avait été décidé que systématiquement, ce serait un membre de la chefferie de cabinet qui se trouverait à proximité du Président de la République. S'agit-il véritablement d'un changement, ce systématisme, et vous paraît-il de nature à assurer la protection du Président de la République en toute situation ? Ce n'était pas le cas à l'époque où j'ai exercé. La présence du chef de cabinet ou de son adjoint à proximité du président de la République n'était pas systématique. Elle était systématique sur les déplacements du président de la République, mais pas systématique dans son environnement le plus proche. Il accompagnait le président de la République pour faire face à tout événement du type organisationnel, en lien avec le préfet territorialement compétent, encore une fois, ou avec l'ambassadeur de France, ou avec les autorités étrangères qui nous accueillaient. Mais sa présence n'était pas toujours immédiatement à côté du président de la République. Ça, clairement, c'est un choix du président de la République lui-même. C'est lui qui définit qui il souhaite avoir à ses côtés. C'est quelque chose qui est propre à chaque président. Il ne faut pas oublier que la sécurité du président de la République, c'est avant tout un lien de confiance qui doit s'installer. Et que les règles, sans être transgressées, s'adaptent à la personnalité du président. Mais encore une fois, je tiens beaucoup à ce lien de confiance parce que la sécurité rapprochée, c'est quelque chose d'impalpable. C'est fait ou ce n'est pas fait. C'est bien assuré, c'est bien prévu ou ça ne l'est pas. C'est souvent difficile à percevoir. Et je crois que la plus grande réussite pour un chef de la sécurité du président de la République, c'est que le président de la République ne pense pas à sa sécurité.
et que pour lui, elle soit une évidence. Rien qu'en vous regardant, il sait que tout est prêt et qu'il ne doit se préoccuper que de ce qui est son rôle premier. À aucun moment, il ne doit vous poser la question, sinon, je pense qu'il y a échec et que le lien de confiance n'existe pas. Donc, la présence du chef de cabinet ou de son adjoint à proximité de Nicolas Sarkozy, président de la République, n'était pas systématique parce qu'il ne le souhaitait pas. Encore une fois, si d'autres dispositifs peuvent être mis en œuvre, je reviens à ce que je vous ai dit, le dispositif de sécurité s'adapte à ces personnes qui sont immédiatement à proximité du président, même si elles doivent être restées limitées pour que cette fonction puisse s'exercer. En étendant un petit peu la question de Madame Jourda, les premiers ministres dont vous avez assuré la sécurité, je crois que l'organisation d'un déplacement de Premier ministre ressemble un peu à celle d'un déplacement de président de la République. Surtout en période de cohabitation. Surtout en période de cohabitation, ce qui était le cas dans les deux cas. Oui. Avez-vous le souvenir que dans ces déplacements, l'organisation de la sécurité ait eu à tenir compte de la présence du chef de cabinet ou du chef d'adjoint de cabinet à l'épaule du Premier ministre pendant ces déplacements? À l'épaule, systématiquement, non. À proximité du Premier ministre, oui. Quand je dis à proximité, à quelques mètres. Ce qui est différent. C'est ce qui est différent. Et pour pouvoir échanger avec lui, jamais très éloigné. Très bien. Madame Jourda. Oui, je vais changer de sujet si vous voulez bien, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, vous nous avez déjà indiqué tout à l'heure quelles étaient les conditions et les modalités de recrutement des membres du GESPER. Je vais peut-être un peu préciser les questions, si vous voulez bien nous répondre sur ce point du fait de votre expérience. Alors, il s'agit évidemment de préciser quelles sont les modalités de recrutement des membres du GESPER. Étiez-vous totalement autonome dans la sélection des candidats? S'agissait-il exclusivement de personnes appartenant aux forces de sécurité intérieure? Dans quelle mesure le service de la protection intervient-il dans cette procédure de recrutement et est-il systématiquement informé des recrutements au sein du GESPER? Pendant que j'ai exercé cette fonction, la totalité des membres du GESPER ont été recrutés par moi-même. Les limites à ce recrutement étaient qu'elles devaient appartenir au service de protection des hautes personnalités, aujourd'hui devenu service de la protection, ou au RAID, unité d'intervention de la police nationale. Il n'y avait pas d'exception. Quoi vous rajouter? Les fonctionnaires de police qui appartenaient au service de protection des hautes personnalités ont toutes subi des tests physiques, psychologiques, divers et variés pour pouvoir appartenir à ce service. Il en est de même, bien sûr, pour l'unité d'intervention qui est le RAID. Voilà, ces conditions-là sont nécessaires et suffisantes. Madame Jourda. Il n'y avait aucune émission du service, de ce qui est aujourd'hui le service de la protection, aucune émission dans le choix. Vous recrutiez au sein de ce service, mais il n'y avait ni droit de veto, ni émission dans le choix des candidats. Alors, il y avait un échange avec le directeur du service de la protection des hautes personnalités, mais à partir du moment où un policier est membre du service de protection des hautes personnalités, c'est qu'il a satisfait les tests. Donc il n'y a aucune raison de s'opposer à ce recrutement au sein du GESPER, sauf à ce qu'il ait commis une faute depuis son arrivée au sein du SPHP, ce qui normalement aurait dû conduire à son éviction. Donc il n'y avait aucune difficulté à pouvoir choisir au sein du vivier du service de protection des hautes personnalités les membres du GESPER. C'était très naturel. Il en est de même au sein du RAID. Service également pour lequel on accède à travers des sélections. Donc ce sont des services pour lesquels il faut avoir satisfait à des tests, essentiellement physiques, mais pas que, pour pouvoir rejoindre ces services. Donc c'est une condition suffisante pour appartenir au GESPER, et en tout cas c'est tel que moi je l'ai exercé. Je vous remercie, Madame Jourda. Dernière question. Les personnes qui se trouvent à proximité immédiate du président de la République, mais qui ne font pas partie du GESPER, sont-elles informées de leur rôle de matelas? Non, elles ne le sont pas en tant que telles.
elles ne le sont pas en tant que telles, mais je pense que celles qui en ont l'habitude ont compris quel rôle on pouvait leur faire jouer. Quand on est membre d'un cabinet du président de la République et qu'on accompagne fréquemment le président de la République, on voit bien quelle attitude peut avoir un officier de sécurité au plus près du président de la République, et on peut percevoir que par moment, on vous utilise comme obstacle. Pas toujours. Mais je vous remercie. Monsieur Sueur. Oui, 2 questions, Monsieur le Préfet. Premièrement, vous savez que nous sommes dotés de nombreuses auditions maintenant, de leur compte rendu, et donc d'un nombre conséquent de contradictions. Il nous a été dit donc que M. Benalla n'exerçait aucune mission de sécurité ni de protection. Il nous a été dit aussi qu'il exerçait la coordination des services de sécurité de la présidence de la République. Il nous a été aussi dit qu'il était soit un des membres d'une mission qui avait pour objet de repenser les liens qui pouvaient exister ou la coordination qui devrait exister entre le commandement militaire et le GSPR. Il nous a aussi été suggéré qu'il était en fait non seulement membre de ce groupe de travail, mais qu'il y jouait un rôle plus déterminant pour concevoir une conception future de la sécurité du chef de l'État. Est-ce que dans vos fonctions, cette question de la coordination entre le GSPR et le commandement militaire s'est posée? Est-ce qu'il y a eu des groupes de travail de ce type? Quel rôle jouaient les représentants du cabinet du président? Et je complète la question. Est-ce que la zone de chevauchement éventuel entre le commandement militaire du Palais et le groupe de sécurité de la présidence de la République est tellement important que des dysfonctionnements seraient apparus liés aux difficultés de coordination de ces 2 entités, l'une chargée de la sécurité du Palais, l'autre chargée de la sécurité du président de la République quand il a quitté le Palais? Monsieur le Préfet. Alors, il est vrai que j'aurais dû signaler que si le GSPR est responsable de la sécurité du président de la République à tout instant, ce n'est pas vrai au sein du palais présidentiel. C'est la garde républicaine qui a en charge cette responsabilité. C'est la seule exception. J'aurais dû le dire, je m'en excuse. Et je m'en excuse vis-à-vis du commandement militaire d'ailleurs. À l'époque, moi j'avais des relations précises, très régulières, parfois quotidiennes, avec le commandement militaire, avec le commandant militaire lui-même, pour bien sûr coordonner les entrées et les sorties du président de la République. Mais clairement, je ne m'immisçais pas dans le travail des gardes républicains à l'intérieur du palais d'Élysée, et ceux-ci n'avaient pas à connaître de mon travail à l'extérieur du palais de l'Élysée. Ce partage des responsabilités était clairement établi depuis toujours. C'est un partage qui s'imposait à nous. Je n'ai pas émis le besoin de le remettre en question. Je n'ai jamais eu à participer à une étude quelconque sur un renouvellement du fonctionnement de la sécurité du président de la République. Si je veux pousser un peu plus loin mon raisonnement, j'ai beaucoup parlé de sécurité, mais il faut aussi parler d'organisation. Le GSPR a en responsabilité la sécurité rapprochée, mais aussi l'organisation générale des déplacements du président de la République. Cela sous-entend la mise en œuvre de fonctions, j'espère ne pas être trop théorique, mais à mon époque, on était en responsabilité de ce qu'on appelle les cortèges, donc la gestion des véhicules du cortège présidentiel. On était en responsabilité de la gestion de l'hébergement de la délégation du président de la République, ce qui peut représenter un grand nombre de personnes à loger, de la gestion des bagages de la délégation présidentielle, et en particulier lorsqu'elle se rend à l'étranger, de la gestion de la discipline de la presse qui se trouve à proximité du président de la République. Ce qui fait que concrètement, lorsqu'on a un dispositif de sécurité, on a en fait un nombre important d'agents engagés, mais on peut dire que le nombre le moins nombreux, c'est celui qui est dédié uniquement à la sécurité rapprochée.
on va dire de 3 à 10 selon les moments, mais ça peut être plus important si on est dans des moments particulièrement complexes et difficiles, mais qu'on peut rapidement avoir une vingtaine d'agents du GSPR engagés sur des missions d'organisation générale. Alors, tout le monde n'entend pas cette organisation de la même façon. Je crois que vous aurez à entendre d'autres responsables, d'anciens responsables du GSPR. À l'époque où j'ai dirigé le GSPR, moi j'ai souhaité prendre sous ma responsabilité toutes ces fonctions de manière à pouvoir avoir une vision complète de la sécurité du président de la République. Pour vous l'imager au mieux, à partir du moment où le président de la République descendait d'un avion pour se rendre quelque part, j'estimais être responsable de tout ce qui se passait autour de lui. Donc ça veut dire de la voiture dans laquelle il monte, mais aussi du cortège de voitures qui l'accompagnent, des lieux dans lesquels il se rend, de la nourriture qu'il mange, de l'hôtel dans lequel il dort ou de la résidence dans laquelle il dort. Mais ça s'étendait à sa délégation, puisque bien sûr, un chef de l'État ne peut pas être isolé. C'est une vision trop étroite de penser qu'on ne s'occupe que du président de la République. La discipline de la presse, j'en ai parlé aussi, on sait très bien qu'on revient dans ces personnes qui évoluent autour du président de la République. Il nous faut les canaliser pour qu'on puisse travailler, nous, sécurité, pour que le président de la République puisse se déplacer, puisse avancer dans les lieux où il doit se rendre. Donc c'est ces aspects-là qui peuvent amener à laisser penser qu'on pourrait avoir à repenser le fonctionnement du GSPR. Moi, je n'en ai pas eu le besoin, parce que j'ai exercé ces fonctions conformément avec l'assentiment du président de la République et du chef de cabinet. Mes fonctions sont allées jusque-là. Et il faut bien signaler qu'à Paris, et parfois en province sur des moments très officiels, les conducteurs sont fournis par les gardes républicains, les conducteurs de sécurité, qu'on retrouve les gardes républicains sur un certain nombre de cérémonies officielles, pour des dépôts de gerbes en particulier, que donc il peut y avoir, selon la personnalité du chef du GSPR, le besoin peut-être de réformer celui-ci. Personnellement, j'en ai jamais vu la nécessité. Je ne suis pas persuadé qu'une réforme soit nécessaire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, la sécurité du président de la République est bien assurée, malgré l'époque complexe que l'on vit. Je n'ai pas de doute là-dessus. Je vous remercie, Ma Monsieur dernière Sueur. question est très précise. Lorsque vous étiez en poste à l'Élysée, avez-vous eu connaissance que d'autres personnes que les membres du commandement militaire et les membres du GSPR disposaient d'un port d'armes? Monsieur Bénard. Non, bien sûr. J'ai jamais eu connaissance de ce type de fait. Toutes les années où vous avez été en fonction, vous n'avez eu connaissance d'aucun port d'armes pour aucune personne, quelle qu'elle soit, appartenant au personnel de l'Élysée ou au cabinet, en dehors, bien sûr, du GSPR et du commandement militaire. Merci. Non. Encore une fois, si une menace avait pesé sur un conseiller, plutôt que de lui attribuer une arme, on lui aurait attribué une sécurité. Je vous remercie. Même question pour Matignon. Même question pour Matignon, Et même même réponse. Même réponse. Très bien. Et vous qui avez connu deux cohabitations, pensez-vous que le rattachement du GSPR au ministère de l'Intérieur pose le moindre problème pour le président de la République? Non. Non, je ne le crois pas. Pour moi, il y a deux forces de sécurité intérieure en France qui sont toutes les deux légitimes à exercer cette responsabilité. Si je veux être bien complet, il est vrai que le GSPR que je dirigeais à l'époque n'était composé que de policiers, mais c'était la possibilité qu'énonçait le texte. Le texte est bien de policiers et ou de gendarmes, de militaires de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est mixte. Je ne sais pas s'il y a un équilibre entre ces personnels. Ce n'est pas mon sujet d'intérêt aujourd'hui. Je crois que c'est, encore une fois, tout en restant dans les textes, la sécurité rapprochée du président doit être adaptée à la volonté du président de la République. Est-ce que ce qui se passe au sein du GSPR est hermétique par rapport au ministre de l'Intérieur? Autrement dit, est-il informé par les membres du GSPR ou par
commandant du GSPR, des faits et gestes du président de la République. Alors, pour tout à fait honnête, si je replace ça dans la situation qui était la mienne, en de rares occasions, et je vais vous indiquer lesquelles, j'ai eu à signaler des faits au ministre de l'Intérieur ou au directeur général de la police nationale. Il m'en revient tout de suite 2, mais il y en a peut-être eu quelques autres, mais ça reste l'exception. L'exception a pu se produire lorsque le président de la République a vu un malaise lors de son footing dans le parc du château de Versailles un mois de juillet. Donc bien sûr, là, j'avais rendu compte immédiatement de ce fait au directeur général de la police nationale et au ministre de l'Intérieur. Et puis aussi, lors du déplacement en Libye, après la chute de Kadhafi, j'avais eu des contacts avec le directeur général de la police nationale sur le dispositif lui-même de sécurité que j'avais eu à mettre en œuvre sur le territoire de la Libye, puisque tout simplement, il me fallait faire appel à des forces supérieures à celles du GSPR, du RAID en particulier, mais aussi à des CRS, vu la nature du déplacement et en l'absence d'un État pouvant nous accueillir et nous assister dans la sécurité du président de la République. Mais en tout état de cause, il est certain que je n'ai jamais rendu compte de l'emploi du temps du président de la République à quiconque. Je n'ai jamais rendu compte du dispositif que j'ai mis en œuvre à quiconque, si ce n'est au président lui-même. Très bien, je vous remercie. Alors nous avons un certain nombre de collègues qui souhaitent poser des questions. Mes chers collègues, la concision reste de mise. Et si vous pouviez ne pas dépasser la traditionnelle minute, je vous en serais reconnaissant. Et surtout, les collègues qui veulent aussi poser des questions vous en seront reconnaissants. Monsieur Grosdidier, qui, comme d'habitude, va donner le bon exemple, prend la parole en premier. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, on nous a expliqué d'abord que Monsieur Benalla ne portait jamais son arme dans les déplacements publics, mais pouvait les porter dans son déplacement privé. D'ailleurs, le directeur du cabinet du président de la République, qui était à l'origine de la demande de port d'armes, nous expliquait que cela pouvait contribuer à renforcer la sécurité du président, notamment dans les déplacements privés où la protection était plus complexe parce que plus allégée que dans les déplacements publics. Alors on comprend mal, vous nous expliquez bien qu'il n'y a jamais rupture dans la surveillance par le GSPR du président de la République, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Alors, dans ce cas, et ça nous a été confirmé que cela continuait à fonctionner comme ça aujourd'hui sous ce quinquennat, est-ce que un élément de l'entourage du président de la République armé, et donc dont la demande de port d'armes a été d'ailleurs motivée par son rôle de sécurité à l'Élysée, est-il un élément de protection supplémentaire comme peut l'être un matelas, mais qui n'a pas besoin d'être armé, ou peut-il au contraire être un élément de perturbation par un usage de l'arme qui n'est pas forcément strictement coordonné à l'instant T avec les forces du GSPR, quoi. Donc auriez-vous demandeur, vous, d'avoir un autre élément armé en plus du GSPR, ou était-ce pour vous plutôt un élément de perturbation pour assurer la sécurité du président? Et je vous remercie de cette question, Monsieur le Préfet. Je n'étais pas demandeur de ce type d'aide au GSPR. Le GSPR dimensionne son dispositif selon le besoin, selon l'analyse de la menace qu'il réalise. Et s'il a besoin d'être assisté, il sollicite d'autres services de forces de sécurité intérieure. Pour savoir si c'est une gêne ou une aide, la question qu'il faut poser, c'est participe-t-il aux entraînements? S'il participe aux entraînements, ce n'est pas une gêne. Mais encore une fois, la sécurité rapprochée a affaire de réflexes qu'on acquiert, puisqu'il faut une réaction instantanée. Donc cela se travaille à l'entraînement avec des mises en situation. Et dans le cercle le plus rapproché, chacun doit connaître son rôle, et ça se travaille à l'entraînement. Je vous remercie. Madame Esther Benbassa. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, je vais vous poser une question qui peut peut-être paraître un peu théorique. Peut-être vous saurez répondre. Comment peut-on expliquer l'émission d'une personne comme Monsieur Benalla dans la protection du président, parallèlement au GSPR,
Et aussi, quel est le seuil de tolérance du GSPR lorsqu'il y a une personnalité comme M. Benalla? Jusqu'où peut aller cette tolérance? Monsieur Bénard. Je suis très gêné pour répondre à cette question. Vous pouvez la reformuler? Oui, M. Benalla était dans la protection du président. Il y a le GSPR, vous nous avez parlé du triangle, vous nous avez parlé de la gestion des différentes personnalités et des personnes qui sont autour du président. Comment se fait-il que le GSPR laissait faire une personne qui était quand même dans la protection quasiment directe, enfin dans la protection directe du président? C'est quand même, ça reste assez mystérieux parce que le GSPR a l'air d'être très organisé, très strict. Et là, on voit ce personnage qui se promène. Alors, on ne sait pas s'il a une arme ou pas, etc. Alors, monsieur le préfet. Je croyais avoir répondu à cette question. Il y a des personnalités auprès du président qui sont incontournables. Nous ne sommes pas là pour empêcher la proximité du président de la République avec ses conseillers, avec les autorités qui l'accueillent ou avec le public. On doit le prendre en compte. Si, dans le paysage du président de la République, il y a une personnalité incontournable, nous devons faire avec. Encore une fois, j'aime bien faire une comparaison entre la sécurité à la française et la sécurité à l'américaine. Le secret de service interdit. La sécurité à la française s'adapte. C'est toute la différence. Donc s'il y a une personnalité qui est souhaitée à proximité du président de la République, à tout instant ou quasiment à tout instant, nous faisons avec, nous nous adaptons. La difficulté, c'est quand elles sont trop nombreuses. Mais une personnalité à proximité de lui, cela peut être le préfet qui l'accueille sur le territoire où il se rend. Ça peut être le conseiller en charge du thème pour lequel le déplacement a cours. Ça peut être un interprète. Ça peut être un chef d'entreprise qui l'accueille pour visiter sa société. Ces gens-là existent. On ne peut pas empêcher ces gens-là d'être à proximité du président. Le fait que ce soit récurrent n'a pas d'effet. Nous faisons avec. Je vous remercie. Madame Brigitte Lherbier. Monsieur le préfet, justement, vous prononcez le mot adaptation. Il s'adapte. Est-ce que le GSPR s'adapte sur le fait ou est-ce qu'en amont, il a suffisamment de renseignements pour s'adapter? Avez-vous des réunions d'état-major à l'avance pour dire telle personne sera là? Savez-vous lors de ces réunions qui portera une arme ou pas? Parce que M. Benalla nous a dit que quelquefois il avait l'arme parce qu'il venait directement de chez lui, donc personne ne pouvait ou pas être au courant en amont. Est-ce que ça vous semble normal? Je pense qu'il doit y avoir quand même une organisation en amont. Monsieur le préfet. Alors, bien sûr, tous les déplacements du président de la République se préparent, même s'ils sont privés parfois. La préparation commence avec des réunions en préfecture. N'oublions pas qu'en France, le préfet reste responsable de la sécurité du président de la République sur son territoire. Le GSPR se pose à ce moment-là en tant que conseiller du préfet. Bon, la plupart du temps, les préfets suivent les conseils du GSPR puisque nous sommes les praticiens. Mais malgré tout, c'est lui qui en assume la responsabilité. Bien sûr, nous détenons un certain nombre d'informations. Elles nous sont fournies par la chefferie de cabinet quant au programme, mais également quant à la délégation qui accompagne le président de la République. Nous faisons état d'une analyse de la menace. Cette menace, elle est régulièrement remise à jour de manière globale et elle fait l'objet d'une analyse précise à chaque déplacement, officiel, bien sûr. Ça peut être le cas aussi pour un déplacement privé, en particulier s'il a lieu à l'étranger. Donc tous ces critères nous permettent de dimensionner un dispositif. Encore une fois, si le président de la République sort du palais pour aller acheter un médicament à la pharmacie du coin, ce qui peut lui arriver, le dispositif sera très léger, très discret. Il en sera tout autre lors du défilé du 14 juillet sur le même site quasiment. Tout est affaire d'adaptation, j'y reviens. Et cette adaptation, elle est liée aux informations qu'on détient, à l'analyse que l'on peut faire, et elle s'adapte aux besoins du président de la République. Parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de le placer sous une bulle, il s'agit de lui permettre
d'exercer ses responsabilités et d'aller au contact de la population, ce qui reste notre objectif. Je vous remercie. Madame L'Herbier, vous voulez relancer? Non, pas relancer, mais tout simplement, vous avez comme information, je voudrais savoir ça, si vous avez comme information le nom de tous ceux qui détiennent une arme autour du président à plus ou moins distance, que ça soit périmètre rapproché ou plus ou moins éloigné. On est quand même dans une période de terrorisme. J'ai compris, Monsieur Bénard, que personne d'autre que les membres du GSPR n'avait une arme dans les déplacements du président de la République. Personne d'autre que les membres des forces de sécurité intérieure. Des forces de sécurité, oui, parce qu'il y a, pas que les GSPR qui sont armés. Les forces de police ou de gendarmerie locale le sont aussi. Les officiers de sécurité étrangers, lorsque le président accompagne une autorité étrangère, le sont aussi. Et tout cela est clairement établi. Donc le nom, non. Mais les personnes elles-mêmes, oui. Et encore une fois, à mon époque, on avait mis en place un dispositif d'identification des conseillers qui était sous la forme d'un pins. Je crois qu'il existe toujours. Un pins présidence de la République, ce qui permettait aux agents de sécurité d'être sûrs qu'on avait affaire à un conseiller de la présidence de la République, même si rapidement on les connaît tous, mais c'est aussi une aide pour les autorités locales qui ont moins l'habitude d'identifier ces personnes. Et puis lors des déplacements officiels, on met en œuvre, et ça c'est plutôt le protocole qui le fait, des badges pour identifier les membres de la délégation, qu'ils soient journalistes, conseillers, interprètes, invités. Ça permet d'identifier qui est autour de vous. Et quand on est à l'étranger, le pays qui vous accueille organise les choses de la même façon. Bon, dans les moments privés, bien sûr, cette identification est moins certaine, mais il y a aussi un nombre beaucoup moins important de personnes qui gravitent autour du président de la République dans ces instants-là. Merci. Monsieur Henri Leroy. Oui, monsieur le préfet, bonjour. Vous avez manifestement une expérience de la sécurité rapprochée. Vous avez été commandant de police, vous avez été sous-préfet, préfet. Vous avez exercé pendant 10 ans dans la sécurité rapprochée. On peut dire que vous êtes une sorte d'expert. Ma question est très simple, justement, en tant qu'expert. Ne pensez-vous pas que quelqu'un qui se trouverait dans la sécurité rapprochée du président, comme c'était le cas de M. Benalla, et comme les syndicats de police que nous avons entendus ont dit qu'il est terrorisé, ne pensez-vous pas que c'était devenu une gêne dans le cadre du périmètre de sécurité pour le GSPR, qui sont composés d'experts, qu'ils soient issus de la police comme de la gendarmerie, ils ont une maîtrise des armes, ils ont une maîtrise de la sécurité rapprochée, de même de leur sang-froid. Donc ne pensez-vous pas véritablement que c'était une gêne plutôt qu'un atout, parce que matelas peut aussi gêner les forces de sécurité. En réalité, ça les gêne plus que ça ne les arrange. Et ne pensez-vous pas, si vous aviez été dans ce cas, que le patron du GSPR a dû en faire part au président de la République par l'intermédiaire du chef de cabinet ou du directeur de cabinet sur une présence parfois permanente de M. Benalla aux côtés du président, que ce soit officiel, dans les déplacements officiels ou privés. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis en tant qu'expert. Oui, alors Monsieur le Préfet, on vous demande de vous situer dans le cadre d'hypothèses que vous n'avez pas vécues, mais comme observateur. Je comprends que ça n'est pas forcément très facile pour vous, mais nous demandons à bien comprendre ce qui a pu se produire, et donc je comprends la question de Monsieur Leroy. Allez-y, s'il vous plaît. Je ne peux pas imaginer ce qu'ont pu être les conversations, ou ce que peuvent être les conversations de l'actuel chef du GSPR avec le président de la République. Ce que je peux corriger dans ce que vous avez dit, d'abord, c'est que je suis dans le monde de la sécurité rapprochée depuis 20 ans et pas 10 ans. Et excusez-moi pour la précision. Et concernant le matelas, je ne veux pas qu'on s'attache trop à ce mot. Je savais qu'il pouvait générer quelques remarques, quelques réactions. Mais ça n'est pas un atout. On s'adapte. Encore une fois, nous préférons avoir les mains libres, les coudées franches, mais nous nous adaptons, c'est notre rôle. Encore une fois, je reviens à toute la différence entre certains services de protection et le service à la française. Notre maître mot, ça reste l'adaptation. Donc on fait avec. Bien sûr, on préférerait qu'il n'y ait pas d'obstacle entre le président de la République et nous, mais ce n'est qu'une vision de l'esprit. Le président de la République seul, sous un globe, ça n'existe pas. Merci, Monsieur le Préfet. Madame Jourdain.
une question, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet. Lors des déplacements privés, y a-t-il systématiquement, ou y avait-il, puisque nous parlons de votre expérience, systématiquement un membre de la chefferie de cabinet auprès du Président? Oui, systématiquement. Soit le chef de cabinet, soit son adjoint. Sur les déplacements officiels, il y avait privé, vous avez dit. Oui. Alors, sur les déplacements officiels, systématiquement. Sur les déplacements privés, très exceptionnellement. Je vous remercie. Madame Marie-Pierre de la Gontrie. Merci, Président. Monsieur le Préfet, ma question est simple. Quelle connaissance avez-vous aujourd'hui des fonctions réelles qu'occupait Monsieur Benalla? Monsieur le Préfet. Alors, je vais parler de mes fonctions après le GSPR. Après le GSPR, je l'ai dit dans ma présentation, j'étais chef de l'unité de coordination des grands événements au cabinet du directeur général de la police nationale. Et j'ai rencontré M. Benalla à l'occasion de l'organisation du sommet de décembre 2017, sommet qui s'est déroulé sur l'île Seguin, sommet pour le financement des actions de la cause climat, pour faire un raccourci. Ce sommet rassemblait une quarantaine de chefs d'État étrangers. Et donc, en ma qualité d'expert dans l'organisation pour la sécurité des grands événements, j'ai eu à rencontrer M. Benalla à cette occasion. Il était le représentant de la présidence de la République pour l'organisation de ce sommet. Il a dirigé plusieurs réunions auxquelles j'ai assisté en tant qu'adjoint du chef de cabinet ou chargé de mission, je ne sais pas exactement, mais plutôt comme adjoint du chef de cabinet. Et j'ai fait des missions de reconnaissance sur l'île Seguin, sur le bateau-mouche qu'ont utilisé les chefs d'État pour se rendre sur cette île, à ses côtés. Et son positionnement était clairement celui du chef de cabinet du chef de cabinet adjoint du président de la République. Mais c'était peut-être pas votre question. Ce n'était pas ma question. Alors, reformulez-la, pardon. Depuis le début de notre commission d'enquête, de nos travaux, nous avons auditionné 24 ou 25 personnes et nous n'arrivons toujours pas à approcher de manière extrêmement précise les fonctions qu'occupait M. Benalla en matière de sécurité. Vous n'êtes plus dans cette fonction-là. Pour autant, évidemment, les relations professionnelles que vous avez, le milieu professionnel dans lequel vous exercez aujourd'hui, vous amène nécessairement à avoir connaissance des fonctions de M. Benalla si elles touchent aux questions de sécurité. Donc, j'entends par votre réponse que vous ne souhaitez pas répondre. C'est-à-dire, vous faites référence, je ne mets pas en cause l'expérience que vous avez eue avec lui, parce qu'il était sans doute effectivement chef adjoint de cabinet pour un certain nombre de manifestations et d'organisations. Mais nous essayons d'identifier ces fonctions dans le domaine de la sécurité, avec le port d'armes, avec etc., etc., etc. Et donc, c'est sur ce point-là que je souhaitais savoir quelle était la connaissance que vous pouviez avoir de ce rôle-là. Monsieur Bénard. Vous savez, j'étais engagé pendant 20 ans dans le monde de la sécurité rapprochée. Ça a eu un fort impact sur ma vie privée. Et j'ai souhaité tourner la page à la fin de ma mission auprès de Nicolas Sarkozy dans la manière dont je l'ai exercée, à savoir reprendre une vie un peu plus normale. Et je me suis fait aussi un principe de non-ingérence, de non-commentaire de la fonction de la mission de sécurité auprès du président de la République, telle qu'elle a pu être exercée sous M. Hollande comme sous celle de M. Macron. Vous savez, c'est un métier éminemment difficile. Le lien de confiance est essentiel. Et tout tient à ça. Encore une fois, ce métier est tellement difficile que je ne porterai jamais de jugement sur la manière dont s'exerce cette fonction aujourd'hui ou après moi, ou même avant moi. Je sais qu'on n'a pas toujours les coudées franches, je sais qu'on n'a pas toujours toute la latitude, mais après c'est une affaire de personnes, c'est une affaire de relations avec le président de la République, et on fait au mieux. Donc à aucun moment, jamais, je ne porterai un jugement sur la manière dont sont exercées ces fonctions aujourd'hui ou depuis que je les exerçais moi-même. Je sais que vous rencontrerez un autre chef de la sécurité du président de la République, avec un ancien chef de la sécurité du président de la République, avec qui moi j'ai eu à travailler sous Lionel Jospin, Premier ministre. Nous partageons des points de vue, pas tous, et nous avons exercé nos missions de manière différente parce que nous avions affaire à des personnalités différentes. Il y a un cadre, mais qui est suffisamment large pour qu'il puisse s'adapter à la personnalité du président de la République.
Je vous remercie. Madame Delattre. Merci, Président. Merci, Monsieur le Préfet, pour la clarté de vos propos et le détail de précision dans vos réponses. Moi, j'ai deux questions. Vous parlez d'un triangle ou d'un carré selon la pression et le monde autour du président. Comment est-il recruté? Est-ce qu'il est imposé au président ou est-ce qu'effectivement il y a un recrutement à profil par rapport à la personnalité du président? Ça se passe comment? Et si effectivement cette confiance ne s'établit pas, est-ce que vous avez eu des demandes de la part du président ou de personnalité de changement ou même d'intégration d'un homme de confiance qui puisse rassurer le président? Est-ce que vous avez eu à vivre cela? Auquel cas, est-ce qu'on peut s'opposer à une demande du président? Qui? Est-ce qu'un préfet de police ou peut s'opposer à ce type de demande? Ça, c'était ma première question. La deuxième, c'est que vous parlez effectivement des déplacements officiels et des déplacements privés. Vous parlez du président de la République et de sa famille. Jusqu'à quel degré, dans sa famille, va la protection? Là, je parle moi, de Brigitte Macron. On voit Alexandre Benalla sur des photos autour de Brigitte Macron. Est-ce que effectivement, c'est le GSPR, comme on nous l'a dit? Voilà, ça a été qui couvre effectivement ces déplacements, même privés. Ou est-ce que vous faites appel à un autre cercle qui n'est pas le deuxième cercle, celui de la police nationale, parce que vous manquez d'effectifs et donc vous avez besoin de faire appel à des personnalités extérieures? Merci. Monsieur le Préfet. Alors, pour le recrutement, à mon époque, je ne me suis jamais fait imposer un quelconque recrutement par qui que ce soit le président de la République, le ministre de l'Intérieur, le préfet de police, le directeur général de la police nationale. C'est toujours moi qui ai décidé de qui appartenait au GSPR dans les limites que je vous ai expliquées, à savoir il fallait appartenir au SPHP ou au RAID, donc avoir satisfait aux sélections sportives pour pouvoir appartenir à ces cercles. À aucun moment, le président de la République ne s'est jamais étonné de qui pouvait être à ses côtés. Il n'a jamais fait de remarques sur le physique, sur l'attitude, sur le sexe, sur une quelconque appartenance, quelle qu'elle soit, de ces personnes. On en revient au lien de confiance. Je suis le chef du GSPR, je mets en œuvre les dispositifs de sécurité selon l'analyse de la menace qui est portée à ma connaissance, selon les habitudes du président de la République, selon le contexte, et je recrute les agents qui sont membres de ce GSPR selon les mêmes critères. Tout d'abord au sein de professionnels, et ensuite en fonction de mon besoin. Bien sûr, au sein du GSPR, on peut avoir des profils différents. Vous savez, pour continuer sur ce que j'ai dit par rapport aux personnalités qu'on retrouve dans l'entourage du président, au sein du groupe de sécurité, il y a un agent qu'on appelle dans notre jargon le siège. On appelle le siège parce qu'il occupe le siège avant droit de la voiture du président de la République. Son rôle, c'est en fait de décharger le reste de l'équipe de sécurité des soucis qui pourraient être ceux du président de la République, à savoir le port du manteau, le port du discours, le port de la mallette. Voilà, c'est ce genre de préoccupations qui font que ça pourrait être un obstacle à l'exercice de la mission de sécurité. Donc le siège, il est sélectionné en fonction de certains critères. Mais un évacuateur va être sélectionné en fonction d'autres critères. J'ai parlé de carré-tireur, un tireur opérationnel va aussi être sélectionné en fonction d'autres critères. Ça reste des critères professionnels, uniquement professionnels. Il n'y a jamais, à mon époque, il n'y a jamais eu d'interférence dans le choix des agents du GSPR. Concernant la sécurité de la famille, lorsque le président de la République est élu, très rapidement, on fait une analyse de son environnement familial pour savoir quelle menace peut peser sur les membres de sa famille et pour proposer au président de la République jusqu'à quel niveau de ses proches on va assurer une protection et de quelle manière on va l'assurer. Donc bien entendu, le conjoint, c'est la première des personnes à laquelle on pense, mais ça ne s'arrête pas là. Pour ma part, les enfants du président de la République, sa maman, étaient prises en compte par le GSPR et uniquement par le GSPR. À ce moment-là, on tombe sur des personnalités qui subissent la sécurité, qui subissent la protection, qui souvent ne la souhaitent pas. Et dans ce contexte, on a surtout affaire à des missions dans le cadre privé, rarement dans le cadre officiel, même si l'épouse du président peut
avoir des responsabilités, accompagner le président de la République ou avoir des déplacements propres, qui lui soient propres dans des cadres plus officiels. Donc, il n'y a jamais eu quelqu'un d'autre qui ne soit du GSPR qui ait appartenu à cette sécurité. Mais bien entendu, il y avait une sécurité rapprochée qui était déterminée, encore une fois, en fonction de l'analyse de la menace et puis de l'accord du président de la République. Parce que, honnêtement, à mon époque, imposer à un enfant une sécurité rapprochée, ça peut être compliqué. À un adolescent, avec la vie qui va avec, ça peut être compliqué, mais il n'a pas choisi d'être le fils ou la fille du président de la République ou du Premier ministre à l'époque. Et malheureusement, le contexte aujourd'hui veut qu'on ne peut pas négliger ces personnes qui, à l'évidence, peuvent constituer une cible pour faire pression sur le président de la République. Donc, bien sûr, ce sont des missions qui sont prises en compte par le GSPR. Et on revient sur le lien de confiance. Tout ce qui se passe au sein de la famille du président de la République doit rester du domaine confidentiel. Donc, c'est aussi pour cette raison que cela reste du domaine du GSPR et uniquement du GSPR. Je vous remercie. Madame Di Folco. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, dans vos propos, j'ai noté qu'à votre époque, le GSPR était composé de 90 à 100 agents. J'ai noté lors de l'audition du présent chef du GSPR un effectif à 76, donc une nette diminution, me semble-t-il. Savez-vous quand cette diminution a été opérée et par qui et pourquoi? Et j'ai l'impression aussi dans vos propos que les missions du GSPR de votre époque étaient plus larges que les missions actuelles. Ou en tout cas, je vais peut-être formuler différemment, il me semble que la chefferie actuellement a des missions qui empiètent, me semble-t-il, sur celles du GSPR. Alors, est-ce que le fait que les missions de la chefferie aient été accentuées, voire peut-être par l'embauche de collaborateurs supplémentaires, provient du fait qu'il y a eu une diminution des effectifs officiels du GSPR? Monsieur le Préfet. Première partie de la question, c'est le nombre d'agents du GSPR. Le nombre d'agents du GSPR, il a été variable selon chaque président de la République. Si on regarde, si on remonte à l'époque de Jacques Chirac, on avait une équipe mixte policiers-gendarmes à équité, à parité, qui, je crois, de mémoire, était de 60 personnels, mais qui était complétée par un groupe dédié à l'organisation générale des déplacements du président de la République, qui faisait à peu près une quinzaine de fonctionnaires. Pour ce qui était du président de la République, Nicolas Sarkozy, je vous ai donné les critères. J'avais, moi, souhaité qu'il n'y ait pas de distinction entre le groupe d'organisation générale et le groupe de sécurité du président de la République, puisque pour moi, ce sont des missions qui sont trop proches et c'est une erreur de les distinguer, selon mon analyse. Lorsque François Hollande a été élu président de la République, un autre choix a été fait, à nouveau une parité entre policiers et gendarmes, avec un chiffre qui est allé à la réduction, je ne sais plus de combien. Aujourd'hui, le chiffre affiché est celui-là, celui que vous avez cité. En fait, je ne sais pas s'il est exact ou pas. Encore une fois, j'ai que peu d'intérêt aujourd'hui pour ces notions-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le groupe de sécurité du président de la République, on doit lui donner la capacité de s'entraîner. Le temps de travail d'un agent de sécurité et de la protection, pour moi, lorsqu'il est bien organisé, sont décomposés en 3 temps. Un temps de travail, un temps d'entraînement et un temps de repos. Si ces temps-là ne sont pas respectés, la sécurité ne sera pas bien assurée. Quand on n'est pas assez nombreux, qu'est-ce qu'il se passe? On empiète sur le temps d'entraînement. Parfois, on empiète même sur le temps de repos. Ça doit rester exceptionnel. Ça peut se produire, mais ça doit rester exceptionnel. Moi, j'ai souhaité que ces temps-là soient respectés. Par ailleurs, le président de la République, lorsque j'ai eu à m'en occuper, avait une famille sans doute plus nombreuse que les autres chefs d'État dont j'ai parlé. Un plus grand nombre d'enfants. Ce qui s'imposait à moi nécessitait davantage de fonctionnaires pour pouvoir assurer cette mission. Encore une fois, ce chiffre, souvent les médias s'y intéressent de très près. Lorsque le président de la République est élu, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Parce que selon moi, il est adapté aux besoins. Moi, si aujourd'hui le chef du GSPR a le nombre d'agents de protection suffisant en nombre, c'est lui qui doit en décider. Moi, j'ai évalué le fait que cette mission, pour être bien accomplie,
elle devait être accomplie par de 90 à 100 fonctionnaires. Le chiffre a pu varier parce que les missions ont pu varier. Madame Jourda. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, vous nous avez indiqué que la famille du Président de la République bénéficie également d'une protection rapprochée de la part du GSPR. Il peut arriver que cette famille, son conjoint par exemple, se déplace sans le Président de la République. Dans ces conditions, le GSPR intervient aussi. Avez-vous vu dans l'exercice de vos fonctions que la chefferie de cabinet suivait aussi le conjoint du Président de la République dans les déplacements où ce conjoint est sans le Président, bien sûr? Monsieur le Préfet. Oui, l'épouse du Président de la République peut avoir des déplacements qualifiés d'officiels sans le Président de la République. À titre caritatif, dans des fonctions... souvent, les épouses des chefs d'État sont invitées, donc elles répondent à ces invitations et elles sont bien invitées en tant qu'épouses du Président de la République. Donc la chefferie de cabinet peut déléguer quelqu'un pour gérer le programme qui sera celui de l'épouse du Président de la République à ce moment-là. Mais on reste sur des moments que je qualifie d'officiels, même si on est un peu à la frontière de l'officiel, puisqu'il n'y a pas de statut de l'épouse du Président de la République en France, mais ça s'impose à nous. Clairement, si je fais un parallèle avec ce que moi j'ai vécu, aller à un concert, ce n'est pas un moment officiel. Mais on peut être invité par une institution, par un hôpital, voilà, dans des moments plus caritatifs, et à ce moment-là, c'est l'épouse du président qu'on invite, et à ce moment-là, bien sûr, il peut y avoir un membre de la chefferie de cabinet, parce que tout simplement, il y aura des relations à organiser avec la préfecture, il y aura des relations avec les médias à organiser, il y aura sans doute un conseil à apporter à l'épouse du président quant au déroulement de ce déplacement. Je vous remercie, Madame Mercier. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Préfet, pour vos propos pleins de sagesse, précis, expérimentés, votre sincérité et le recul dont vous faites preuve. Nous cherchons à cadrer le rôle exact de Monsieur Benalla. Le général Biofarina nous a expliqué qu'il était un interface entre l'intérieur et l'extérieur au moment des événements, ce qui a été confirmé par Monsieur Benalla lui-même, en particulier en donnant une notion d'ambiance. Est-ce que lors de vos travaux, lorsque vous étiez responsable de la sécurité, vous aviez quelqu'un, une personne particulière, qui vous faisait part de l'ambiance qui régnait lors des événements? Et cela vous semble-t-il important? Monsieur le Préfet. Il n'y avait personne de désigné au sein de la présidence de la République pour assurer ce type d'information à mon profit. Les capteurs qui, pour moi, étaient mis en place m'étaient fournis par les autorités locales, par le préfet territorialement compétent, par le directeur départemental de la sécurité publique, par le commandant de groupement de la gendarmerie nationale, par toute autorité locale, et à l'étranger de la même façon. Voilà, je n'ai pas besoin d'interface, le lien existe. Le lien, je vous l'ai dit, l'agent de sécurité rapproché se place comme un expert conseiller auprès du préfet ou de l'ambassadeur qui accueille le déplacement. Et donc les échanges se situent à ce niveau-là. Après, les autres éléments dont on pouvait avoir à connaître, c'est encore une fois l'analyse de la menace. Il y a des services de renseignement compétents en France qui vous informent sur le niveau de dangerosité, de risque du déplacement ou de l'instant dans lequel que vous avez en charge. Je ne vois pas trop ce rôle interface, je ne l'imagine pas trop. Je vous remercie. Monsieur Watteblé. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, si vous aviez constaté qu'un collaborateur ou quelqu'un qui est proche du Président, lors de ce déplacement, portait une arme, auriez-vous, alors c'est l'objectif, prévenu votre ministre de tutelle, le ministre de l'Intérieur, à titre personnel? Alors, Monsieur le Préfet. Si j'avais constaté qu'une personne était porteuse d'une arme, alors qu'à mon sens, elle n'en avait pas le rôle, je n'en aurais pas rendu compte, j'aurais effectué un contrôle. Je pense que j'aurais interpellé la personne ou demandé aux forces locales de vérifier pourquoi cet individu était porteur d'une arme. Et clairement, parce que pour moi, arme égale force de sécurité intérieure. Ça s'arrête là.
Donc, si c'est un individu que je ne connais pas, je le fais contrôler parce que potentiellement, pour moi, il est une menace. Si c'est un individu que je connais, je vais m'en étonner et je pense qu'on aura une explication. Oui, parce que la question de M. Watteblé... C'est quelqu'un qui est proche du président, ouais. Lors de déplacement et en tant que responsable sur le président, quelqu'un qui a une arme de... Et on le sait, on le voit, votre rôle est subjectif là, hein, c'est pas dans le cas actuel. Auriez-vous prévenu l'autorité pour au moins que ça se sache? Bref, vous seriez-vous opposé à ce qu'un collaborateur du président de la République l'accompagne en déplacement avec une arme? Je m'en serais étonné. Je ne pense pas que je me serais adressé au ministre de l'Intérieur. Je ne pense pas que ça soit du niveau de sa responsabilité. Je m'en serais ouvert au chef de cabinet, au directeur de cabinet, au secrétaire général de la présidence de la République. Ça me semble plus adapté. N'ayant jamais été confronté à cette situation, je ne peux pas vous en dire davantage. Mais voilà, ce n'est pas une situation à laquelle j'ai été confronté. Je vous remercie. Monsieur Seguin. Merci, Monsieur le Président. Ma question a été en partie posée. C'est le problème. Monsieur le Préfet, non, juste pour compléter, Monsieur Benalla nous a expliqué qu'il avait un permis port d'armes uniquement pour sa sécurité et rien d'autre. Donc on peut considérer qu'il représentait il avait des menaces sur lui et en étant dans le premier cercle du président, il créait de nouvelles menaces, enfin des menaces supplémentaires. Était-il opportun, à votre avis, de l'avoir dans ce premier cercle? Monsieur le Préfet. J'ai indiqué que si pour moi un membre du cabinet du président de la République fait l'objet d'une menace, la solution la plus adaptée, c'est de lui affecter une sécurité rapprochée. Ce n'est pas de lui donner une arme. Encore une fois, la sécurité est là pour vous enlever les soucis liés à cette menace et pour que vous puissiez vous concentrer exclusivement à votre travail. C'est ma conception de la sécurité. C'est vous enlever ces soucis. Voilà, je ne sais quoi dire d'autre. J'ai oublié la fin de votre question, donc... La fin de ma question, c'était de savoir si vous pouviez agir en tant que GSPR pour qu'il ne soit pas dans le premier cercle, puisqu'il représentait une menace supplémentaire pour le président. Et était-il indispensable au point de le garder dans ce premier cercle? Constituer une menace supplémentaire, non. Vous savez, des personnes à proximité du président de la République également menacées, il y en a tout le temps. Il y a d'autres chefs d'État étrangers, des membres du gouvernement français, des personnalités qui bénéficient d'une sécurité. Ça ne constitue pas une menace supplémentaire pour le président de la République que d'être soi-même menacé et de se trouver à proximité de lui. C'est un critère, un paramètre qu'on prend en compte et qui nécessite une coordination souvent avec la sécurité de la personne en question. Parce que rarement, jamais j'ai été confronté à quelqu'un qui se sécurisait par lui-même. Donc c'est pas dans ce milieu-là, quoi. C'est pas adapté au milieu qui est le mien. Non, voilà. On peut postuler que quand on est dans le périmètre du groupe de sécurité du président de la République et qu'on est soi-même collaborateur du président de la République, on est compris dans la protection qui s'applique au président de la République et à son environnement. On peut le postuler. Enfin, on peut en bénéficier. Oui. Bon, alors je vous remercie. Nous donnons toujours la parole aux collègues non membres de la commission des lois qui manifestent de l'intérêt pour cette commission et je les remercie de leur présence. Monsieur Pierre Charon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Préfet, remontons le cours des siècles. Le général de Gaulle, lorsqu'il se déplaçait avec un mini GSPR avec 4 personnes dirigées par le commissaire Paul Comiti, et ils étaient très efficaces. Lors de déplacements en Bretagne, un jour, une pomme est tombée sur le capot de la déesse noire du général, et le soir, le préfet a été déplacé. Vous est-il arrivé dans vos déplacements pour le président de la République française, Nicolas Sarkozy, d'avoir eu ce genre de problème? Je pense notamment à un déplacement dans la Manche où les préfets en charge de la sécurité n'étaient pas tout à fait formés pour faire cette sécurité et n'écoutaient pas les conseils de vos précurseurs. La Manche est un département particulièrement sûr, mon cher collègue. Et donc, je ne sais pas si cet exemple... mais il y a beaucoup de pommes, peut-être encore plus qu'en Bretagne. Alors, monsieur le préfet.
Je vois à quel déplacement vous faites référence. J'ai effectivement eu à organiser un déplacement dans la Manche dont on peut dire qu'il s'était moyennement bien déroulé. À savoir que le président de la République avait eu à traverser des groupes de manifestants avec son cortège, ce qui en aucune façon n'était une bonne manière d'agir, puisque on aurait dû éviter ces lieux, les contourner et ne pas espérer qu'aucun manifestant ne se jette sur le véhicule du président de la République ou ne l'agresse, ce qui ne s'était heureusement pas passé. Il est vrai que les conseils que les membres du GESPER à l'époque avaient pu prodiguer n'ont pas été suivis. Et encore une fois, c'est ce que j'ai dit. Le GESPER se porte comme expert auprès du préfet territorialement compétent. Il est le seul responsable et le seul compétent à décider de toute décision. Je pense que ce jour-là, un mauvais choix a été effectué. Je ne saurais dire si l'avenir de ce préfet était lié à ce déplacement. Mais en tout état de cause, ce jour-là, pour moi, une erreur a été commise. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Préfet, de votre expertise et d'avoir répondu avec précision et de manière très réfléchie, évidemment, à toutes les questions qui vous ont été posées. Merci.